invité Hervé Tomaso, déjà pour lui demander de bien vouloir m'excuser hier, parce qu'il y a eu un zapping dans sa présentation qui était prévu, et donc il la fera à une autre occasion avec le chirurgie. Mais là, il fallait parler de l'organisation en réseaux territoriaux avec le programme Hugo qu'il a mis en place et qui coordonne pour l'ouest de la France. Hervé, le plus 5 minutes n'existe pas. Ah, moi, je croyais que j'avais une indemnité compensatoire de 5 minutes. Bon, merci de m'accueillir et de nous accueillir. C'est un topo qui est un peu compliqué. Il est très dense et il va donc être mis en ligne. Et vous avez des flashcodes à différents moments qui vous permettent de récupérer notamment les bilans d'activité, la façon dont on fonctionne, parce que le topo est trop dense, mais je l'ai fait un petit peu volontairement. Et deuxièmement, c'est un topo à la fois peau de banane, parce que je vais parler de quelque chose qui ne relève pas de mon autorité, entre guillemets, c'est-à-dire les écoles de chirurgie. Fort heureusement, je pense que ma directrice est là, donc si jamais j'ai dit des choses fausses, ben, Christelle est là, donc elle interviendra en séance si j'ai dit des bêtises. Mais c'est aussi un topo qui est complètement au cœur du sujet que l'Académie de chirurgie a voulu mettre en avant. C'est aujourd'hui comment forme-t-on des chirurgiens, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour converger, pour faire converger des écoles de chirurgie et des spécialités par les DES. Comment faire pour que chacun ne voit pas tout ça au travers de sa lorgnette? Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez en parlé. La neurochir, clairement, Pierre-Hugues, on échange depuis des années. On sait bien qu'on n'est pas fabriqué pareil, on ne fabrique pas les mêmes internes par rapport à l'orthopédie et parlons pas de la gynéco, puisque le rapport, c'est de 1,8 ou 1,16 entre la neurochir et la gynéco en termes d'effectifs. Alors, je vais vous parler d'une expérience de terrain, puisque la R3C, c'est 2017. On a mis en route en 2018-19 une application de terrain au sein d'un réseau régional et je vais vous parler de la faisabilité de cela pour ma spécialité, dont je suis toujours coordinateur local et régional et dont j'ai été le président de collège. Euh, euh, les modèles d'école de chirurgie. Ben, je ne vais pas vous parler d'école de chirurgie, c'est pas mon territoire. Mon territoire, c'est les étudiants que je forme dans ma spécialité, mais vous allez voir que l'intrication entre les deux mérite discussion. Alors, travailler en réseau dès lors que l'on parle de simulation, et l'école de chirurgie, que ça soit de la simulation numérique ou de la simulation synthétique, c'est de la simulation et bien évidemment de l'organique, c'est-à-dire du laboratoire d'anatomie du don de corps, c'est aussi de l'organique. Et bien, travailler en réseau, c'est déjà une recommandation de notre société scientifique, la SOFRA-SIMS, parce que tous nous, les formateurs, coordinateurs de DES, on doit aussi se placer sous l'égide de la SOFRA-SIMS, qui aujourd'hui qui est présidée par un autre Benamou, mais qui est tout aussi actif et tout aussi utile parce que c'est un monde qu'il faut appréhender, dans lequel il y a beaucoup de choses virtuelles. Je fais un jeu de mots là-dessus, puis beaucoup de choses réelles. Et puis il y a l'HAS, puisqu'on est un certain nombre ici à avoir participé à la re-rédaction du guide HAS de bonnes pratiques en simulation en santé. Je vais commencer par 5 points qui sont une forme de message. C'est le cadrage. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut, sur un terrain, un territoire, qui sera en l'occurrence ici une interrégion, arriver à travailler ensemble, c'est-à-dire les responsables de DES, et en l'occurrence, ça va être moi pour l'orthopédie, mais pas que moi, je vais vous en parler, et les centres de simulation et les écoles de chirurgie. Pour que ça marche, il y a deux façons, hein. On peut construire un centre de simulation, certains l'ont fait, mais c'est pas facile de faire démarrer quelque chose ex nihilo. Le bâtiment peut être très beau, et il peut y avoir pas énormément de choses qui fonctionnent dedans. Nous, à Rennes, pour des raisons diverses et variées, on n'a pas fait comme ça. On a travaillé en s'intégrant dans l'existant. Je vais vous en reparler. Donc, premièrement, il peut être bien de s'intégrer dans un existant, et on va voir ce que c'est un existant dans une spécialité. Deuxièmement, il faut mutualiser les objectifs et les organisations. C'est une belle phrase. En gros, ça veut dire il faut se parler et avoir l'accord de tous. En l'occurrence, ici, si c'est une spécialité, c'est d'avoir, quand vous êtes dans une région de 5 ou 6 CHU, il faut que les 6 coordinateurs soient d'accord. S'il y en a un qui fiche le bazar, ça ne marchera pas. Ensuite, il faut savoir comment vous pas démissionner, comment vous dimensionnez vos enseignements. Alors, on verra qu'il y a vraiment deux niveaux différents. Le tout local, essentiellement pour le deuxième cycle, et même j'y inclus la phase socle, et ça me ramène au topo d'hier. Et puis il y a l'interrégional, qui est celui dont je vais vous parler,
en plus du local et du régional. Et puis, bien entendu, ça a été dit et redit, c'est toujours sur la base de l'interprofessionnel, disciplinaire et spécialité. Quatrièmement, et là j'y crois beaucoup, je vais vous montrer qu'on est allé assez loin dans le concept, on a d'emblée démarré en ayant l'idée, et ça a été dit aussi, de coupler nos actions de formation à des activités de recherche en pédagogie. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce qu'en fait, ça sert à publier, c'est déjà pas inutile, ça fait des Master 2, etc. Et ça sert surtout à réfléchir sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est bien un simulateur VR, ça a été dit. Pour l'instant, j'en suis absolument pas convaincu, mais même pas du tout en orthopédie traumato, parce qu'on ne sait pas faire un os par l'ordinateur. Ça, c'est impossible. Enfin, il faut adapter ces organisations, s'appuyer sur ce qui existe déjà, parce qu'il y a des réseaux universitaires structurés, interspécialités, voire interdisciplinaires. Et puis, il faut se baser aussi sur le réseau de sa propre spécialité, c'est-à-dire, nous, la région, il y a une commission régionale de coordination, il y a des commissions locales, etc., etc. Donc, voici l'exemple que je vais vous présenter. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais exemple, mais je vais vous en présenter les limites. C'est l'exemple des hôpitaux du Grand Ouest. C'est donc la région Bretagne, mais c'est aussi Pays de Loire et c'est aussi centre de la France. Et on vient de récupérer, entre guillemets, Orléans, qui est promu en CHU, qui va devoir se structurer ex nihilo. Et puis il y a Poitiers qui vraiment voudrait bien rester avec nous aussi. Je ne sais pas si les Poitevins sont là, mais enfin pour l'orthopédie, ils sont restés avec nous. Alors, comment on fait? S'encastrer dans l'existant, pour nous, ça n'a pas été très compliqué, puisque l'existant existait. C'est-à-dire qu'on a un réseau qui est un groupement de coopération sanitaire qui s'appelle Hugo, Hôpitaux du Grand Ouest, et qui pilote à travers sa branche SimHugo 8 centres de simulation. Si vous regardez bien, il y a plus de centres de simulation que de CHU. Donc, les centres de simulation, c'est en orange, les écoles de chirurgie, c'est en vert. Il n'y en a que 5 pour 8. J'ai mis en pâle Orléans parce que je ne suis pas certain qu'ils montent un laboratoire d'anatomie et un centre de simulation, mais c'est un devenir. Donc, on sait déjà, on est rentré dans ce système-là. C'est-à-dire, on s'est dit, puisque ça existe, il faut qu'on y aille tout de suite parce que c'est des gens qui sont déjà habitués à avoir un langage commun, s'agissant d'étudiants, un langage universitaire. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il y a des règlements pour les étudiants. Là, vous pouvez oublier la diapo, mais ce sont des portes ouvertes. On doit labelliser les centres, on doit avoir une organisation interrégionale, il faut s'accorder sur les financements. La formation des formateurs, c'est un chantier encore, ça a été dit, et la recherche en simulation, je vais vous en parler. Il faut privilégier la dimension interrégionale transpé et profession, c'est-à-dire que SimHugo, qui est l'instance de Hugo, dans lequel nous, Hugo Ortho, sommes inclus, on s'occupe et on écoute les besoins des autres. Donc, ça me parle beaucoup quand on me parle du COUF et de l'ophtalmologie, qui a fait d'autres choix d'acheter un simulateur qui font tourner, pour les raisons dont on a discuté tout à l'heure, qui ont peut-être été dites. On s'intéresse beaucoup aussi à ce que font les neuroradiologues. Ils ne sont pas chirurgiens, mais on les voit arriver parce qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Donc, et ils sont dans SimHugo. Donc, c'est la force que vous donne un réseau, c'est de discuter avec déjà d'autres disciplines et de prendre ce qu'ils font de bien et de se dire, tiens, nous, on devrait faire comme ça. Et j'espère que le reverse est bien. Et c'est cette aide à pas toujours tout voir par sa lorgnette. On a toujours tendance à tout voir à travers sa spécialité ou sa structure. Couplage formation-recherche, pour nous, un étudiant, c'est un étudié. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir sur l'Ouest, et particulièrement à Rennes, des structures de recherche qui nous permettent de répondre à des appels à projets. Et en 2022, par exemple, on a quand même eu 200 € pour des projets de recherche en pédagogie sur la simulation. Et ça a porté ses fruits, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Nous, dans Hugo, on a juste rajouté ortho et on s'est encastré dans Hugo à l'occasion d'un appel à projet qui était justement porté par le GCS Hugo. Ils ont demandé est-ce qu'il y a des gens qui veulent former un réseau dans leur spécialité? On a répondu oui, et ça a permis d'avoir une existence et ça a permis d'avoir un fonds de démarrage financier qui ensuite a été arrêté, qu'il a fallu relayer. Je vais vous en parler ensuite. Et la dimension de Hugorto, la voilà, vous l'avez compris, ce sont ces 5 CHU, 6 avec Orléans maintenant. Et les chiffres sont un petit peu périmés, ils seront actualisés tout à l'heure. C'est 140 chirurgiens en activité. Et excusez-moi, oui, c'est bien ça. Et curieusement maintenant, c'est d'ailleurs aussi 140 étudiants. C'est-à-dire qu'on a en temps réel 140 étudiants dont il faut qu'on s'occupe. Je vais accélérer. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, ça, c'est une particularité de l'Ouest. Je ne suis pas sûr qu'elle soit partout la même pour avoir discuté avec des collègues de droite et de gauche.
Dans l'Ouest, on avait la chance d'avoir la Société d'orthopédie de l'Ouest, qui a été un petit peu notre bras armé, notamment en termes de formation issue du libéral. C'est-à-dire qu'il y avait une tradition de travailler avec les chirurgiens libéraux très forte, qui fait que quand on leur demande de venir à des formations labellisées universitaires et encadrement universitaire, comme ça doit être réglementairement, ils répondent présent. Et que ce soit du technique ou du non technique. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'ils adorent parler de leur métier, de leur expérience et de leurs difficultés. Pierre Devalet, qui nous écoute, sait très bien, puisqu'il n'est pas là, mais il a été invité. Alors, identifier, après, je vais aller très vite, hein. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Bon, soins, enseignement, recherche, ça c'est Hugo Ortho fait les trois. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement d'enseignement. Les hommes sont identifiés, vous les voyez là, Repars, Berrouet et Christophe Nick. L'enseignement, eh bien, il faut coller à une maquette, ça a été dit et redit, et effectivement, notre maquette, depuis le départ, elle est très structurée, elle n'a pas changé, c'est toujours la même diapositive. On a 21 modules, dont 15 sont obligatoires, c'est ceux qui sont en vert. Ces modules obligatoires, ceux de la première année, sont faits en local. On n'a pas besoin de la région parce que c'est des petites choses, entre guillemets. Un plâtre, c'est pas une petite chose, mais il faut savoir le faire. Vous pourrez les lire. Ce sont les suivants qui demandent l'interrégion. C'est ceux qu'on fait en phase d'appro. Appro 1, appro 2, appro 3, parce que là, on n'a pas effectivement les référents partout et le matériel partout, et les industriels ne se déplacent pas toujours. C'est ces 8-là dont je vais essentiellement vous parler, parce que je vais vous montrer à quel point on a réussi à le faire. Ensuite, les modules optionnels, ça passe beaucoup plus par des cours supérieurs, ça peut être lié à des sociétés scientifiques, etc., la SFA, la SFHG, on a beaucoup de surspécialités. Ça nous échappe un peu, mais c'est fait quand même. Alors, tout ça, ça ne peut effectivement fonctionner. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que non seulement il faut travailler, mais je vois pas comment on ferait autrement que de travailler avec les industriels. En orthopédie traumatologie, je disais tout à l'heure que, par exemple, pour la société Johnson Johnson, qui ne me finance pas, 6 années de cours, puisque c'est avec eux qu'on a travaillé, mais il va falloir qu'on change parce qu'on ne peut pas toujours avoir les mêmes. 6 années sur la seule formation prothèse totale de genou, c'est qu'une seule des articulations, c'est 300 000 euros pour eux. 300 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de facs qui peuvent sortir 300 000 pour un geste, alors qu'en orthopédie, on a quand même 365 gestes à la nomenclature. Pas 350 prothèses, mais 365 gestes. Donc, bien sûr qu'il faut travailler avec l'industrie, et ça n'est absolument pas interdit par la loi, il faut que j'accélère. Alors, il faut que ça soit faisable et maniable. Pour ce faire, on a monté en place une plateforme Selene. Vous avez le flashcode. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les internes. Le but n'est pas que vous lisiez, mais ce sont les internes qui voient ce qui est disponible comme enseignement sur ces plateformes mutualisées et ils vont s'inscrire. Et comme ça, la gestion centralisée permet de savoir qui vient et ensuite remonter les bretelles à ceux qui sont en retard. Voilà, exactement. Et là, c'est là une diapo majeure. Tout ceci ne peut pas fonctionner sans avoir une gestion et un guichet unique centralisé avec une personne formidable qui s'en occupe, comme on n'en a pas, on en a dans nos services, mais on n'en a pas dédié à une interrégion. Et cette personne-là, elle fait le guichet unique pour tout ça, s'occuper par exemple des conventions avec l'industrie pour être en lien et en règle avec la version 2023 revisitée de la Charte des doyens. Moi, je ne m'occupe que de la Charte des doyens pour mes étudiants. Ça représente quoi? Ça, c'est du terrain. Pour qu'elle puisse fonctionner, elle est à 0,5 ETP. Elle dit très bien qu'elle devrait être en fait à 0,65 ETP, mais elle y arrive pour 140 internes. On pourrait imaginer que pour la neurochir, ça soit moins, parce qu'ils ont moins d'internes. Hein. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, on ait une gestionnaire pour 3 spécialités ou 4, qui s'occupe de 4 spécialités. C'est-à-dire, en gros, ça pourrait être 3 par interrégion, un truc comme ça, et savoir après comment on les finance. Mais ça donne déjà une idée de ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Je passe sur ces autres missions. Alors, est-ce que ça fonctionne? Et je me dépêche de terminer. Vous relirez ce tableau à tête reposée, c'est le bilan de 6 ans d'activité. Aujourd'hui, sur les 8 modules que je vous ai dit obligatoires en appro, il y en a 7 qui tournent à plein depuis 2021. C'est stable. Les sessions de formation, on a eu un maximum en 2023. Ça veut dire qu'il y a eu 55 actions de formation technique dans l'interrégion. C'est le nombre d'actions. C'est beaucoup, hein. Ça veut dire 55 fois, il y a des formateurs qui se sont déplacés, plus ou moins du matériel, etc. On a une inquiétude parce que ça a rebaissé. Il y a une lassitude des étudiants à se déplacer. Ça, c'est un mot important. Il y a une lassitude des étudiants à se déplacer parce que ce sont des déplacements à la journée. Et quand on vient d'Orléans, bah, c'est loin, ou de Tours.
quand c'est à Brest. Alors, on essaye de travailler par groupe de régions. Pays de Loire, Bretagne, centre de la France. Ça ne marche pas toujours. Et puis, on a eu une annulation récemment parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de l'anatomie, parce qu'on a déposé le dossier trop tard, mais c'est un frein supplémentaire. Et ça veut dire qu'il y a eu en gros, qu'il y a eu en tout, pardon, il y avait eu 218 et 104 sur l'année qui vient de se passer universitaire, 180 heures de formation technique dont ont bénéficié la tranche, c'est-à-dire les 96 les plus concernés d'internes en phase d'appro. Donc ça fonctionne, hein. Le modèle fonctionne. Et comme c'est tracé, on sait au moins qu'ils y ont participé. Après qu'ils aient finalisé les choses, on présuppose que les encadrants universitaires qui les encadrent le vérifient. Et les procédures ont été faites. La recherche en pédagogie, ça a marché, j'allais presque dire, au-delà de nos espérances, puisqu'on a démarré, et vous voyez un petit peu l'avalanche d'articles qui est tombée grâce à Alexandre qui est là. Alexandre, aujourd'hui, il est docteur junior 1, il va passer 2, il est déjà PhD. C'est-à-dire qu'il a soutenu son doctorat S-Sciences sur ce sujet. Et il est que DJ2. Et ils sont allés à Boston avec son copain qui avait fait son Master 2 sous son égide, etc., etc. Donc c'est un truc qui marche, ça marche bien. Et ça permet de savoir. Alors, difficulté, je termine là-dessus, hein. Le démarrage est difficile. Il faut que vos coordinateurs ils fonctionnent bien. Pour vous donner un exemple, il y avait 6 coordinateurs, puisque Poitiers était là à l'époque. C'était par mois un Zoom mensuel à 7h30 pour passer avant le bloc. Parce que sinon, ça marchait pas. Et ça durait 1 heure pour accorder les violons. Je vous jure que ça a été compliqué, mais on a réussi comme ça. Faire identifier par vos doyens. Donc, il faut s'inscrire dans des réseaux déjà existants. Il faut présenter vos projets au conseil pédagogique de vos facultés, sinon vous n'existez pas, s'agissant d'étudiants. Il faut devenir visible dans les investissements. Vous pouvez faire des tas de choses et passer sous les écrans radars des investissements. Il faut être dans les comités de gestion. Par exemple, nous, c'est le GIS Sim Santé Rennes. Il faut y être. Là, je vais faire un tout petit temps mort, enfin un arrêt, c'est des difficultés de dialogue avec certaines écoles de chirurgie. Pourquoi l'occulter? Non, il y a ici il y a des anatomistes. On a eu des problèmes. Il y a un conseiller qui est anatomiste. On a des chefs de département d'anatomie. Christelle en est une. On ne peut pas nier qu'on a eu certains laboratoires d'anatomie qui ont fait barrage à ce modèle sur des fonctionnements plus anciens probablement. Hein, je ne vais pas les nommer. Et puis il y a des barrières aussi qui sont un peu, pas des barrières, mais des complications qui sont d'avoir à répondre. Alors la commission de déontologie et d'intégrité scientifique des doyens, ça fonctionne assez facilement. Le comité d'éthique scientifique et pédagogique des laboratoires d'anatomie, la mécanique n'est pas encore tout à fait automatisée, mais ça va venir, j'en doute pas, et c'est bien. Mais ce dialogue entre la spécialité et l'école de chirurgie, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui totalement construit, me semble-t-il. Il faut bien sûr stabiliser les postes de gestion centralisés. Aujourd'hui, on est en autofinancement pour cette personne, essentiellement sur des projets de recherche, de financement de recherche, mais ça pourrait ne pas durer. Donc, on va rechercher tout. On a des dons aussi, on a des dons de patients qui nous permettent d'alimenter des gros dons de patients, ça arrive. Et puis, je n'ai pas résolu, et nous n'avons pas résolu le problème des assurances concernant les étudiants qui se déplacent. Je sais que Rouen a une convention avec Caen, sauf erreur de ma part, où ils arrivent à avoir une couverture en cas d'accident de la route. Conclusion et message, les objectifs des écoles de chirurgie, ce dont j'étais semblé parler, et des coordinateurs de DS, ce dont j'ai parlé, doivent totalement converger, en tout cas pour la formation initiale. Les propositions, c'est de resserrer le dialogue pour les écoles qui sont représentées ici, dialoguer avec les coordinateurs de toutes les spécialités interventionnelles, y compris médicales, se rapprocher les écoles de chirurgie ou s'intégrer dans les infrastructures de simulation en santé, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, veiller à l'interspécialité en permanence, parler avec les autres spécialités et mutualiser peut-être les contraintes éthiques pour les alléger. Pour nous, les représentants des DES, c'est resserrer encore et encore le dialogue avec les écoles de chirurgie, les départements d'anatomie, les laboratoires et les structures de dons de corps, parce que ça reste le gold standard. Même pour nous, ça reste le gold standard. Réfléchir en transversal et non par la lorgnette de l'hyperspécialité, c'est un piège dans lequel on tombe tous. Conserver ou restaurer la dimension interrégionale, je pense qu'en France, on l'a expérimenté pour l'ortho, ça marche pas mal, le G4, l'Interest fonctionne. Ça, c'est à s'optimiser. J'ai moins de vision sur le sud de la France. Et puis, financer les postes. Bref, évoluer vers un modèle national collaboratif, DES et école interventionnelle. J'ai utilisé école interventionnelle plutôt que école de chirurgie, mais c'est à discuter. Je suis d'accord. Autorisant les déclinaisons régionales.
Merci. Merci. Vraiment, reste quelques instants. Bon. Quelques réactions, peut-être. C'est un très bel exemple que tu nous montres. On voit la difficulté d'y arriver. Il est presque arrivé, mais on est au chemin. Je pense que chacune des étapes pose effectivement des problèmes qu'il va falloir essayer de résoudre collectivement. Après, tu as parlé des interactions avec les labos. Tu dis que c'est pas compliqué, mais moi, je t'ai montré à quel point c'était difficile pour vous. Comment vous arrivez à régler ce problème, d'avoir des équipements par les labos. Alors, tu fais faire signer une charte, etc., mais ils acceptent de financer les frais de transport. 300 000 euros. Oui, alors, la réponse, d'abord, c'est autorisé, hein, c'est-à-dire que les articles 1345, 567 de 2019, si ma mémoire est bonne, autorisent la collaboration avec l'industrie pour la fourniture de matériel et d'ancillaires et des assistants techniques, sous réserve qu'il n'y ait pas, à la condition que ça ne soit pas disponible. Je ne connais pas de faculté qui puisse produire 300 000 de financement pour une prothèse. Si c'est 4 prothèses, ça fait 4 fois 300 000, 1,2 million. Enfin bon, vous voyez tout de suite que ça ne marche pas. Oui, alors je vais parler sur ce micro-là, celui-là. Donc voilà, donc c'est autorisé. Deuxièmement, bah, c'est juste, tu l'as dit très bien, c'est-à-dire que vous êtes une super spécialité, mais vous, sans doute vous n'intéressez pas beaucoup les industriels, parce que nous, notre spécialité, bah, on est dans les 3 plus grosses, la gynéco bat tout le monde, ensuite il y a l'ophtalmo et l'orthopédie au même niveau. Ils savent très bien que sur 6 ans, ils vont former 6 promotions. 6 promotions dans l'Ouest, c'est 104, 6 fois 2, 120 étudiants. Bon, bah, ces 120 étudiants qui auront vu leurs prothèses, même si on a enlevé les flyers et tout ce qu'on veut, c'est quand même bien marqué Striker dessus. Donc, ils savent. Et donc, ça vaut la peine pour eux. Et même au contraire, on leur a rendu service parce qu'en plus, ils n'ont plus à payer ni le café, ni l'hôtel, ni quoi que ce soit. Enfin, ils sont gagnants au final. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que nous, en orthopédie, on a une prothèse de genou. Vous avez tous vu ce que c'est. C'est 15 prothèses et c'est 3 boîtes d'ancillaires multiplié par 6 postes, ce qui est la dimension, 2 internes par poste, et ça veut dire un semi-remorque de livraison, ou un gros camion, plus 2 assistants techniques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, c'est ce que l'on fait. Ça ne me réjouit pas plus que ça, mais je ne vois pas comment faire autrement. Je ne dirais pas que ça n'est pas un modèle vertueux, après toute cette collaboration publique-privée. C'est au contraire, je pense, actuellement, dans l'air du temps. C'est une façon aussi de, comme on protège les étudiants et qu'ils en ont conscience, ils ont conscience aussi qu'il y a un danger. C'est-à-dire que si on leur dit rien et qu'on les envoie se former sans aucun filtre ni rien, ils vont pas voir le truc. Alors que si on leur dit, de toute façon, il y a un labo, mais il n'y a aucune publicité, il n'y a aucun café, rien du tout, tout ce qui est café, c'est nous qui l'avons payé avec la faculté, ils comprennent qu'il y a un risque. Sinon, ils ne comprennent pas. Alors après, est-ce que le message laisse des traces? J'en sais rien. Et puis, on est en règle avec nos doyens. C'est important. Alors, on voit bien que c'est beaucoup d'efforts, ça marche. Ma question, l'orthopédie, c'est une des plus grosses sociétés chirurgicales, plus grosse spécialité chirurgicale. Est-ce que tu penses qu'à l'échelon national, ce que vous avez fait, contrairement à la spécialité de niche, va se comporter très clairement? Alors, c'est pas transposable de l'une à l'autre. C'est une notion assez connue que les spécialités à faible effectif, donc la chirurgie pédiatrique, la neurochirurgie, le cardiaque, ils vont pas du tout raisonner de la même façon. Eux, ils peuvent déplacer assez facilement leurs étudiants parce il y a moins d'internes par promo de neurochir que d'internes dans mon UFR en orthopédie. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et le rapport avec la gynéco, c'est d'un 8e à un 16e. Un étudiant en neurochir pour 16 étudiants. Donc, c'est tout. Forcément, les règles de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes. Et puis, je voulais juste... Juste une remarque pour l'activité, tes diapos numéro 2 et diapos numéro 3 sont essentiels pour le débat cet après-midi. C'est-à-dire que on est en train de commencer. Tu parles d'objectifs pédagogiques définis, quelque chose d'évident sur le dire, c'est dans la base, elles sont validées par le collège. Oui. Et deuxièmement, il y a une traçabilité de la formation en termes de présence et d'aboutissement des objectifs. Tout par delà. Absolument, c'est la partition. C'est la partition. Un socle commun de la
réflexion à venir. Comment? Est-ce qu'on prépare la réflexion à venir? Bien sûr, bien sûr. C'est fondamental. Alors, Olivier, Hervé, merci beaucoup. Je voudrais faire une remarque sur les dispositifs médicaux ancillaires et une remarque sur la dernière. Je trouve que dans la plupart des ancillaires, c'est rentré dans la catégorie des dispositifs médicaux. J'ai essayé de comprendre qui était le responsable de la formation des dispositifs médicaux. C'est pas clair du tout, et normalement, c'est l'industriel. Je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas clair, et que ça mériterait d'être précisé. Une fois qu'on a identifié qui est responsable de la formation des dispositifs médicaux, on peut aborder un certain nombre de points. Je vais poser une question par titiller sur ta conclusion, sur la nationalisation. Tout ça est né avec la réforme de 2017. On a été très contents d'avoir fait inscrire dans le texte réglementaire le fait que la simulation était obligatoire, l'utilisation et l'évaluation par la simulation. On était très contents, on en était. Et donc, s'il y a une petite initiative locale, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce mouvement en haut, et que s'il y avait eu un mouvement, probablement, il aurait fallu le faire inverse. Il n'y a pas eu cette initiative. Alors, pourquoi veux-tu aujourd'hui, alors que cette initiative marche bien à une échelle, le fait de ces effectifs en neurochirurgie, par exemple, ou d'une région, par exemple, pourquoi veux-tu les rappeler à l'échelle nationale? Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, pousser les initiatives locales en leur apportant des clés de fonctionnement et de dysfonctionnement? Parce que je suis à l'Académie de chirurgie, parce que je suis humaniste et que j'ai envie de me servir des autres. Mais c'est vrai que nous, en matière de, bah, je parle avec Christelle, on veut bien l'indépendance de la Bretagne, hein, ça nous va, hein, ça se passe très bien. Non, mais je plaisante, mais c'est parce que je suis comme toi, ayant vécu la réforme du troisième cycle et m'étant dit, puisque les choses sont demandées, nous aurons les moyens en regard avec ce qui nous est demandé. Le scénario ne s'est pas joué comme ça, on s'y attendait, mais c'est quand même arrivé. Et donc aujourd'hui, un combat n'est jamais perdu. C'est-à-dire que je pense que quelque chose qui vient d'en haut permet d'abord de fédérer les fonctionnalités. Et ça, j'en ai touché un mot. Je pense qu'il est important que l'Académie de chirurgie soit le lieu où les départements laboratoires d'anatomie et structures du don du corps discutent avec les spécialités chirurgicales pour voir ce qu'elles vont faire ensemble et que ça aboutisse à une partition nationale que les gens déclineront localement. Moi, j'ai perçu beaucoup de non-dits. Je me tourne vers Fabrice. Voilà, il s'est passé des choses en anatomie que nous n'avons pas tout perçu dans les spécialités. C'est pas notre propos d'aller voir chez eux, mais ce que l'on veut par contre, c'est pouvoir travailler avec eux sereinement pour appliquer tout ça. Et puis deuxièmement, c'est pourquoi national? Parce qu'on a toujours l'espoir qu'ayant été décidé nationalement, s'il y a 8 interrégions, qu'on demande 3 gestionnaires de formation technique par interrégion, ça fait 8 fois 3, je suis fatigué, 8 fois 3, 24, c'est ça 24 postes. On peut peut-être y arriver quand on voit la rentabilité de la chose. C'est quand même peut-être en termes pédagogiques ce que ça rapporte, quoi. C'est énorme et en termes de recherche, ça donne des Master 2, ça donne des choses comme ça et c'est une innovation. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut le porter au national et que l'Académie serve du creuset et qu'un certain nombre de gens de l'Académie, de réflexion de l'Académie soient portés ensuite au ministère. Je peux te relayer sur le plan en élargissant, parce qu'il y a besoin à la fois d'une politique nationale d'impulsion et d'une politique territoriale d'application. Ça doit se conjuguer. Et le risque éventuellement de stériliser les initiatives régionales par qu'il y ait une impulsion transversale, nationale, je pense que ce sera sûrement une erreur par absence d'accompagnement de réflexion dans la stratégie de développement. Et donc, c'est quelque chose qui doit, et je pense qu'avec Jean-Luc Dumas et les conseillers au ministère de la Santé, on aura probablement besoin de travailler ensemble avec la conférence des doyens, avec la conférence du collège, etc., pour initier ce besoin de partage, de mutualisation des moyens, des outils et des personnels, et d'une réflexion comme elle est menée actuellement, mais en élargissant ce que tu as fait avec Hugo, peut-être à l'ensemble des régions,
Et les interrégions. L'ensemble des écoles de chirurgie et dans toutes les disciplines. Même si l'interrégion n'existe plus administrativement, ce qui est un obstacle quand on parle aux administratifs. Pour rien qu'on l'éthique ces dernières années, la territorialisation, c'est devenu un grand sujet pour redonner de la dynamique et en même temps, et on n'exclut pas une politique nationale. Généralement, le côté national, il remonte de la base également. Et les étudiants, eux, ils souffrent de l'inéquité dans leur programme de formation. Il y a des endroits où les enseignements de DES régionaux académiques ne sont pas faits correctement par rapport à des régions où c'est top. Donc en fait, le mode opérationnel, il doit être régional, il n'y a pas de doute, local. Mais le signal d'harmonisation des programmes, des outils d'évaluation de trading, il doit rester national. Et ça, c'est le job des collèges de le mettre en place. Après, au niveau opérationnel, bien sûr, il faut que ce soit local. Christelle a demandé la permission. Merci beaucoup pour cet exposé. Et en fait, je voulais juste apporter une petite complémentaire. On parlait des transports, des matériels, tout ça. Et pour parler de notre expérience en simulation robotique, un tout petit peu, les robots, ils ne peuvent pas prévenir le transport des systèmes. Ils prêtent les robots et ils les prêtent réellement. Après, c'est aussi pour la relève de marque auprès des chirurgiens de la région et du CHU. Donc, il y a vraiment une prête ces robots, ce qui a fait que quand l'électronique est arrivée dans la danse, ils sont en ligne. Ils se sont dit, en fait, là, un petit, ils ont une pub extraordinaire parce que les internes parlent énormément. Les pubs d'à côté, les internes parlent de la chirurgie robotique, faut qu'on investisse dedans. Du coup, l'électronique a fait pareil. Ils ont prêté, une continuité plus parce qu'ils ont été détachés d'eux pour la chirurgie. Et du coup, ils ont traité également les robots de manière totalement gratuite. Et à côté de ça, ce qu'on a décidé avec les chirurgiens qui pratiquaient la chirurgie robotique, c'est qu'à chaque fois qu'un partenaire vient nous parler de son système, il vient à l'école de chirurgie, il parle à tous les chirurgiens, on explique qu'en fait, nous, c'est soins, pédagogie et recherche. Et du coup, en fait, s'il s'implique avec nous, il faut aussi qu'il nous propose en fait de la formation pour nos internes, parce qu'on ne peut plus les former après plus de 18 heures, après la section du coup, de chirurgie robotique soit terminée. Et pour la partie recherche, également, en fait, pour qu'on puisse avoir accès aux données qui sont Merci beaucoup.